Alors, bonjour à nos 20 participants, 22 participants qui sont déjà là. Nous allons attendre juste quelques secondes de façon à ce que la plupart des gens qui veulent se connecter puissent nous rejoindre. En tout cas, vous êtes bien sur le webinaire organisé sur la crise nutritionnelle à Katsina, dans le nord-ouest du Nigeria. Et donc, on va commencer dans quelques secondes, dès que l'ensemble des participants seront là. Merci. Alors, ce webinaire aussi est retranscrit sur Facebook, et vous avez aussi certaines personnes qui sont en Zoom. Donc, bienvenue à tous. Nous allons commencer dans quelques minutes, le temps que tout le monde se joigne. Il est 13h01. Si vous le permettez, on attend encore quelques secondes. Alors, écoutez, je vois qu'on est à peu près, on arrive à un certain nombre de gens, donc on va commencer. D'abord, merci à tous d'être avec nous et de nous avoir rejoints pour parler d'un sujet dont on parle peu, ou en tout cas, on va essayer d'explorer les différents ressorts de la crise nutritionnelle, en l'occurrence au nord-ouest du Nigeria, plus particulièrement dans l'État du Katsina. Il faut savoir qu'MSF est présent au Nigeria depuis de nombreuses années, depuis 1996 en l'occurrence, mais dans beaucoup de projets différents dans cet énorme pays d'Afrique de l'Ouest. Et il se trouve que depuis 2 ans, Médecins sans frontières a souhaité intensifier sa réponse à la crise nutritionnelle dans les États du Nord-Ouest, principalement à Kano, Katsina, Kebbi, Sokoto et Zamfara. Donc, ce sont tous les États qui se situent dans la région nord-ouest du Nigeria. Et nous avons donc déployé un certain nombre de moyens pour lutter contre cette crise nutritionnelle qui n'est pas nouvelle, mais qui avait été jusqu'à présent peu adressée, en tout cas pas directement sur le pays, dans cette zone, et c'est ce que nous allons voir. Cette année encore, la situation ne s'améliore pas, pire, elle s'aggrave. On a un nombre d'admissions dans nos centres nutritionnels thérapeutiques qui ont augmenté de 26 par rapport à l'année dernière. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi. Cette année, de janvier à mai, on a déjà pris en charge 51 000 enfants malnutris, et 10 000, dont 10 000 ont nécessité une hospitalisation. Ce qui est un volume d'hospitalisation déjà important pour le mois de début juillet où nous sommes, et où on commence une période de soudure. Et pareil, nous allons en parler de qu'est-ce que ça signifie dans le Sahel, une période de soudure. Pour en parler avec nous, nous avons 3 intervenants, et je les remercie de s'être disponibilisés pour nous. Cheikh Aboubacar Traoré, c'est le coordinateur d'urgence pour MSF à Katsina. Il est basé sur place, il s'occupe de l'intégralité des activités d'urgence de Médecins sans frontières dans la zone. Nous avons également Rigobert Lelio, qui est responsable de l'hôpital à Katsina, de nos capacités d'hospitalisation dans la ville de Katsina, puisqu'il y en a plusieurs. Et nous avons également Bérangère Guet, qui est responsable adjointe des urgences de Médecins sans frontières et qui revient tout juste du nord-ouest du Nigeria, et qui va donc nous en parler de manière fraîche, et pouvoir nous donner des nouvelles aussi de la zone. Donc, en termes de déroulé, ça va se passer comment? Nous allons prendre le temps d'écouter nos intervenants pendant environ 30 minutes, avec des questions que nous avons préparées pour eux. Et puis, vous pouvez
continuer. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et nous tenterons d'y répondre soit directement dans le chat, soit directement posées à nos interlocuteurs sur le terrain. Donc, sans plus attendre, nous allons donc, commencer. Je vais d'abord me tourner vers Bérangère qui revient donc du Nigeria et puis qui a suivi ce projet depuis déjà de nombreuses, années, et de nombreux mois en tout cas et qui va nous poser un peu le décor de cette zone dont on entend finalement peu parler contrairement à son voisin le nord-est qui, lui, est plus ou moins, présent dans nos esprits, en tout cas en France parce que, le traitement médiatique, du nord-est est présent. Mais le nord-ouest, finalement, est assez peu sous les radars, médiatiques. Donc Bérangère, est-ce que tu peux déjà pour commencer, pour que nos auditeurs comprennent un peu, de quoi il s'agit, nous parler de ce contexte et de ce qu'il en est, sur place? Oui, merci beaucoup Julie et bonjour, bonjour à tout le monde. Donc effectivement, comme le dit Julie, le Nigeria aujourd'hui, c'est quand même un des pays les plus peuplés d'Afrique et un des plus riches aussi hein, par ses réserves de pétrole. Et c'est un pays qui a une énorme croissance, on va dire, en termes de démographie. On est parmi les pays qui ont les plus forts niveaux de naissance au monde, hein, notamment au nord. Dans l'état de Katsina, on y reviendra, mais on estime qu'en moyenne, les femmes ont pas loin de 7 enfants. Derrière, la croissance économique aussi, elle est élevée, mais elle ne suit pas aujourd'hui. Il y a un investissement qui est trop faible au niveau des infrastructures pour permettre finalement aux personnes de pouvoir pouvoir mener une vie plutôt décente. Si on refait un petit zoom au niveau régional, il faut savoir que dans les zones des pays du Sahel, donc on parle du Mali, on parle du Burkina Faso, on parle du Niger, du Tchad, MSF intervient depuis très très longtemps, depuis des décennies dans ces pays et beaucoup autour de la nutrition et de la pédiatrie. Pourquoi? Parce que ce sont des populations très très vulnérables, puisque pour la malnutrition infantile, on parle en général d'enfants de moins de 5 ans qui sont en général les plus à risque d'une mortalité s'il n'y a pas d'intervention d'urgence. Et ça, on y reviendra avec mes collègues qui pourront vous raconter en détail comment ça fonctionne sur le terrain. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que l'intervention qu'on a démarrée en 2021 sur Katsina, elle a été initiée parce que depuis des années, il n'y avait pas de ressources nutritionnelles dans tout l'État de Katsina, qui est un État de 10 millions d'habitants environ, donc très, très peuplé. Il n'y avait pas de ressources pour pouvoir faire face à la malnutrition dans cet État. Et donc, la majorité des patients de l'État de Katsina se rendaient dans l'État voisin, au Niger, puisque là, MSF a un gros programme de malnutrition depuis des années dans la région de Madarumfa. Et 60% des enfants qu'on recevait dans ce projet finalement à Madarumfa étaient en provenance du nord de Katsina. Donc ça a été une première alarme pour nous pour décider finalement de reconduire une mission d'évaluation pour pouvoir définir dans quelle mesure on pourrait être en capacité d'ouvrir des actions autour de la malnutrition. Il y a eu également la fermeture de la frontière pendant 2 ans, hein, puisque malheureusement, le Covid étant passé par là, la majorité des États ont fermé leurs frontières, ce qui a aussi eu pour conséquence finalement une inflation sur les prix, une incapacité aussi pour tout ce qui est, on va dire, échange transfrontalier, donc tout ce qui est économie, business local, qui est très important dans cette zone, a été aussi mis à mal. Donc ça veut dire qu'au niveau de l'alimentation, c'est très difficile pour les ménages de pouvoir finalement aller acheter sur les marchés puisque les prix ont quasiment triplé sur cette zone-là. Donc ça, c'était un des deuxièmes critères qui a également justifié de la réouverture d'un projet dans cet État, puisque nous étions intervenus il y a déjà une quinzaine d'années. Et le troisième facteur, mais qui est assez clé dans tous ces pays-là, c'est qu'en général, malheureusement, les situations de crise nutritionnelle, elles sont aggravées, voire souvent engendrées par des zones de conflit et des situations de violence. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans toute cette partie du Sahel, on entend malheureusement dans les médias souvent des conflits très violents entre des communautés pour plusieurs raisons. La première, c'est l'accès aux ressources. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un ensemble de communautés avec une catégorie de gens qui vont plutôt cultiver des terres, donc qui sont plutôt des sédentaires, et une autre partie, eux, qui vont plutôt élever du bétail. Et ces gens-là, pour élever le bétail, ils ont besoin de bouger d'un point A à un point B
pour trouver de l'eau, puisque les saisons, elles changent. Et donc, pendant la période dite de soudure, il va falloir que ces populations, elles se déplacent. La période de soudure, c'est vraiment la période où les gens, en fait, ils ne vont pas pouvoir récolter, hein. C'est la période où ils vont constituer des stocks alimentaires jusqu'à la prochaine récolte. Et donc, pour finir là-dessus, et ben, ce qu'on observe, c'est que quand ces gens ils vont bouger, ils vont essayer de trouver de l'accès à de l'eau ou à des terres pour nourrir le bétail. Et ça va engendrer des conflits qui sont souvent, malheureusement, extrêmement violents. Et pour vous donner un exemple, en début d'année, dans l'État de Katsina, un des conflits les plus violents qui a été notifié, c'était dans un autre district que celui dans lequel on intervient exactement, à quelques centaines de kilomètres au sud, vers Kaduna, où là, il y a eu pas loin de 150 personnes qui ont été tuées dues à ces violences intercommunautaires. Donc ça, c'est un facteur qui est vraiment clé et important, puisque ça crée des déplacements massifs de population et que derrière, ça crée des vulnérabilités supplémentaires. Et pour finir, le troisième facteur important, c'est l'accès à la santé de manière générale, puisque la malnutrition, elle n'est pas forcément induite que par l'accès ou pas à de l'alimentation, mais c'est aussi l'accès à la santé, puisqu'aujourd'hui, ce sont des États qui sont, comme je l'ai dit, très, très peuplés, avec une croissance démographique très importante, mais où les investissements infrastructurels sur le nombre de structures de santé, le nombre de lits, le nombre d'infirmiers, le nombre de médecins, ils n'augmentent pas significativement. Donc, ça réduit l'accès. Il n'y a pas une couverture vaccinale. Les enfants sont très sujets aux maladies infantiles, la rougeole par exemple. Les couvertures sont extrêmement faibles et donc derrière, un enfant qui n'est pas vacciné, qui a risque de tomber dans ces maladies-là, finalement, il a plus malheureusement de chances de tomber dans un schéma de malnutrition. Donc ça, c'est vraiment les trois facteurs, on va dire, très importants et clés qui vont engendrer derrière des situations de crise nutritionnelle très, très importantes. Et pour conclure, donc avant de laisser la parole à mes collègues, l'État de Katsina, donc comme je le disais, un État de 9 millions d'habitants, donc on peut le comparer à un pays d'Europe en fait, hein, et donc ça veut dire qu'au niveau des autorités, quand on rencontre le directeur de la santé au niveau de Katsina, c'est un peu l'équivalent d'un ministre de la santé dans un pays. Donc c'est avec ce genre de collègues qu'on va collaborer et nos équipes sur place, en fait, lorsqu'ils les rencontrent, il faut s'imaginer que c'est vraiment le gouverneur, c'est l'équivalent d'un président de la République là-bas. Ce sont des gens qui sont extrêmement importants et avec qui on communique au quotidien pour pouvoir mener à bien nos opérations. Katsina, donc depuis 2021, on a un projet où on a admis le plus grand nombre d'enfants qu'on n'a jamais admis en une année chez MSF depuis sa création. C'est historique puisqu'on a fait plus de 100 000 admissions l'année dernière, en 2021. Et on en a hospitalisé pas loin de 13 000 sur le projet de Katsina. C'est énorme. Et donc, pour ça, je vais laisser mes collègues vous expliquer un petit peu c'est quoi le dispositif et c'est quoi le quotidien de nos patients qu'on reçoit tous les jours. Merci Bérangère, d'avoir, posé ce décor qui était, très, très bien posé, notamment ces 3 différents facteurs que tu mentionnais, la récurrence des crises nutritionnelles, la violence qui est, en tout cas, caractéristique de cette zone depuis quelques années et puis comme tu le disais, les problèmes d'accès à la santé que cela engendre et qui fait qu'aujourd'hui on a, des chiffres, important de malnutris, dans cette zone. D'ailleurs, je prends l'opportunité de ce webinaire pour rappeler que ça fait, longtemps qu'MSF essaye de porter plus d'attention à cette zone et notamment pour, les gens qui nous écoutent, ils pourront aller sur YouTube et regarder le documentaire qui avait été réalisé l'année dernière, qui est encore tout à fait actuel et qui s'appelle, «La peur au ventre» ou en anglais «Lucky to be alive». Vous pouvez en tout cas, voir ce documentaire et vous verrez que, ces 3 facteurs, ils sont très bien décrits, par la voix des patients que nous avons et par la voix aussi de notre personnel de santé. Je me tourne vers, Cheick qui donc est à Katsina,
pour lui demander, en fait, d'élaborer sur ce qu'on vient de comprendre. On est donc dans un environnement très contraint, avec beaucoup de violence et d'insécurité. En revanche, MSF, est là, arrive à hospitaliser, dernièrement, on l'a dit, 10 000 enfants et prendre en charge plus de 50 000 enfants, depuis janvier. Donc c'est des volumes extraordinaires, donc très importants. Donc, comment concrètement au quotidien, on arrive à intervenir, chèque dans cet environnement-là? Donc, merci Julie. Euh, D'abord, pour commencer, il faut dire que MSF, depuis l'ouverture en 2021, était contraint quand même. On était face à un contexte assez complexe, comme le disait Béranger tout à l'heure, vu la sécurité, l'insécurité dans le state et aussi le nombre de groupes bandits qui opèrent un peu partout dans la région. Donc, il a fallu quand même passer par des missions exploratoires, 6 mois de missions exploratoires pour pouvoir arriver à bout de cette ouverture-là. Et aujourd'hui, notre setup, si tu veux, on en a quand même, on a 8 gros centres ambulatoires en dehors de Katsina, dans des 8 gros villages où on intervient à travers la prise en charge nutritionnelle. Et en interne, dans le centre hospitalier, on a quand même 2 hôpitaux qui ont une capacité pour interner au moins 420 enfants en période de pic, comme on le dit. Et le pic se manifeste comment? C'est vraiment un nombre accru d'enfants malnutris dans les centres de santé. Il est aggravé par plusieurs facteurs, notamment le palud aussi qui vient s'installer et qui ne facilite vraiment pas la prise en charge, vu la mortalité assez élevée et toutes ces contraintes derrière. Donc, pour arriver à travailler quand même, je pense que d'une manière ou d'une autre, on est en contact avec les autorités, que ce soit sanitaire, que ce soit sécuritaire, que ce soit les leaders communautaires, les chefs de village et autres. MSF essaie quand même de rentrer en contact avec ces gens, s'assurer de la sécurité tout autour avant d'intervenir. Et cela, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie et d'analyse surtout. Donc, voilà un peu dans quel cadre on arrive à travailler. Et aussi, il y a un facteur qui est important, c'est ce qu'on fait. En réalité, ce qu'on fait, ça nous sauve. Pourquoi j'ai dit ça? D'une manière ou d'une autre, on arrive quand même à traiter les familles de ces belligérants-là. Parce que par moment, ils ont un parent, une nièce, une fille ou quelqu'un qui, voilà, qui a bénéficié quand même de ces soins. Tant bien parler, on sait bien aussi que ce que nous faisons n'est pas rien. Les enfants bénéficient des soins gratuits, d'hospitalisation gratuite. Et voilà, après, ils ont des suppléments nutritifs, ils rentrent à la maison. Donc, tout ça concourt quand même à favoriser l'accès et à nous laisser un peu tranquilles. Mais vraiment pas garanti parce que nous sommes purement dans un contexte de banditisme économique, comme on peut le dire, parce que ces bandits, ils sont à la recherche d'argent, de gains faciles, et ils n'épargnent personne, que ce soit les patients, que ce soit les soignants, et nul n'est épargné en fait. Donc, cela forcément a une répercussion sur la santé des enfants. Et, et les mamans, comme on le dit, tu l'as bien mentionné à travers ce documentaire, La peur au ventre, ces mamans voyagent vraiment avec la peur au ventre pour accéder d'un centre à un autre. Et tout ça à la recherche de soins ou de nourriture. Et c'est vraiment pas évident. Donc, pour en revenir à l'accès aux soins et à la nourriture, je dirais bien qu'il est limité. Cet accès-là, il est limité. Déjà, comme je l'ai dit, l'insécurité, par la présence des bandits, de groupes armés qui ne traînent vraiment pas. En fait, ils ne manquent pas de dépouiller ces mamans. Non seulement ils vont prendre leurs biens, ils vont les dépouiller de tout ce qu'elles ont. Et malheureusement, par moments, il y a des femmes aussi qui sont violées. Très malheureusement. Mais bon. Et ça, à côté de cela, il faut aussi dire qu'il y a la limitation de denrées alimentaires. L'accès aux denrées alimentaires est quand même réduit parce que le coût de la vie aujourd'hui est assez cher, comme le disait Béranger tout à l'heure. Le prix du carburant a vraiment monté. L'année dernière, on parlait bon, je prends un exemple d'un village où il fallait se rendre avec 500 francs. Aujourd'hui, tu ne peux plus. Elles sont obligées de payer 1200 francs
qui équivaut à peu près à 2 euros. Et 2 euros aller, 2 euros retour, ce n'est pas du donné. Et sachant qu'un citoyen moyen ici au Nigeria vit avec peut-être 1 euro par jour, donc c'est vraiment pas évident. Voilà un peu, je dirais, un peu les difficultés que nous traversons et tout ce que nous avons à entreprendre, quand même, offrir des soins adéquats à ces patients-là. D'autre part, yeah. Non, merci, Cheikh. Je voulais rebondir. Effectivement, tu parles très bien de cette inflation qui touche tout le monde. Donc, nos auditeurs le savent parce que c'est le cas dans beaucoup de pays du monde en ce Ouais. moment. Mais quand on est au nord Nigeria, c'est aussi le cas. Donc c'est Ouais. important de le rappeler. Et puis, c'était important aussi de rappeler que, comme tu le disais, MSF n'intervient pas avec des gardes armés, des escortes armées et le garant de notre sécurité. Et tu l'as très bien dit, c'est aussi la qualité des soins qu'on essaye de délivrer sur place, sur le terrain. Je voulais aussi que tu reviennes pour faire le lien avec la qualité de ces soins. Bien entendu, ça demande de l'argent, des finances pour faire tout ça et c'est aussi sans doute une des raisons pour lesquelles nous sommes assez seuls. Est-ce que tu peux nous dire un mot du fait que nous sommes assez seuls dans cette zone-là en particulier? Oui, effectivement, j'allais en venir parce qu'aujourd'hui, quand même, quand on prend le contexte du nord-ouest Nigeria, avant, on parlait du nord-est plus souvent, comme Béranger l'a su bien mentionné, à cause du conflit djihadiste. Aujourd'hui, nous sommes plutôt dans un contexte plus, je dirais, du banditisme purement économique. Et nous, d'ailleurs, pour aboutir à ce qu'on fait aujourd'hui, on a peiné quand même pour arriver à là. Donc, c'est la même chose pour les autres acteurs qui aujourd'hui hésitent quand même pour venir sur Katsina à cause de cette insécurité-là. Parce que quand même, il y a sur les 34 states qu'on a, il y a au moins 14 LGA qui ne sont pas accessibles, qui sont, disons, pas accessibles, mais quand même qui sont très, très assujettis à ces attaques-là. Donc, il faut vraiment une analyse derrière, il faut vraiment beaucoup de contacts avant de venir. Et aujourd'hui, MSF est pratiquement, je dirais, pratiquement la seule grande ONG qui puisse offrir quand même des soins de qualité ici à Katsina. Il y a d'autres acteurs qui veulent venir, mais qui sont toujours en prospection et on les encourage vivement à venir. Et aujourd'hui, nous aussi, dans nos limitations, on essaie quand même de rester vraiment à côté de ces patients-là. On veut aller encore vers eux, les offrir des soins de qualité. Et parce que traverser cette zone pour venir à nous et braver tous ces risques, vents, marées et bandits pour avoir des soins, c'est vraiment pas évident. Et notre souhait aujourd'hui, c'est quand même de pouvoir soit donner des rations, des décharges conséquentes à ce moment-là, qu'elles puissent quand même rester à la maison pendant au moins 1 mois avant de nous rejoindre, en fonction de la santé, bien sûr. Et pourquoi pas aussi leur donner un peu de cash, de l'argent pour assurer un peu le transport, vu que le coût de la vie est en train de grimper, comme on le dit. Donc, ça nécessite vraiment et des moyens, et des efforts, et beaucoup d'interpellations. Et aujourd'hui, c'est vraiment notre lutte, notre bataille de guerre pour essayer d'amener ces acteurs-là vers nous. Ouais. Merci, Cheikh, de rappeler cette partie importante qu'on essaye aussi de mettre en œuvre, de mobiliser d'autres gens pour qu'ils nous rejoignent dans ces zones parfois compliquées d'intervention. On l'a bien compris, tu as rappelé ces 6 mois qui ont nécessité 6 mois de contact, de prise de contact avant d'arriver à faire ce projet à Katina. C'est essentiel de le rappeler. Tu rappelais aussi le LJA qui est le découpement administratif lié au nord Nigeria. Et donc, je me tourne vers Rigobert pour parler justement dans ce contexte particulier de Katina. Vous êtes en charge de l'hôpital et de la capacité des 2 hôpitaux, des capacités d'hospitalisation qu'on a mis en œuvre, puisqu'il y a des enfants qui sont suffisamment en forme pour rentrer chez eux et être soignés chez eux, et puis d'autres qui malheureusement nécessitent d'être hospitalisés. Donc vous, Rigobert, aussi, vous êtes en première ligne, j'ai envie de dire, avec ces mamans et ces patients et ces populations et qui vous racontent au quotidien les difficultés de déplacement, les difficultés de continuer à vivre, d'aller faire peut-être ce qu'ils avaient l'habitude à l'époque de faire, que ce soit du commerce ou
de l'agriculture, etc. Donc, qu'est-ce que vous disent aujourd'hui ces populations, ces maires aussi, puisque c'est un hôpital qui prend en charge principalement les enfants et les mères. Donc, c'est d'abord par leur voix et leurs témoignages qu'on arrive à comprendre la situation qui nous entoure. Tout à fait. Bonjour d'abord Julie et bonjour aux autres. Comme tu l'as dit et les autres aussi ils ont mentionné, je suis en charge de l'hôpital. Actuellement, on gère 2 hôpitaux et je dirais même que nous sommes les seuls aujourd'hui à avoir un hôpital qui prend en charge les enfants pédiatriques à Katina. Globalement, on tourne autour de 280 lits en période creuse et on va jusqu'à 400 ou 500 lits en période de soudure, comme l'a souligné Bérangère, où c'est la période la plus critique. Les gens n'ont pas à manger, les gens ont tout à aller à faire de l'agriculture, à se déplacer d'une zone à une autre. Et c'est là où nous, on observe flamber le nombre des enfants qui... Lélio, je me permets de te couper. Serait-il possible de rapprocher un tout petit peu le micro de ta bouche? Merci. Désolé, merci. Ah, c'est bien mieux. Ah, Merci. ok, d'accord. Donc, je disais que, comme l'a souligné Bérangère, par rapport aux périodes de soudure, on remarque qu'on a plus des enfants qui arrivent au niveau de nos 2 hôpitaux. On va jusqu'à 400 à 500 lits en période de soudure et 280, 250 en période normale, disons de janvier à mai. Actuellement, c'est la période la plus critique. Donc, on est déjà en train de constater une augmentation du nombre d'enfants qui arrivent. Comment ça se passe? Les mamans, comme l'a souligné certaines, ils arrivent effectivement avec du père au ventre. Parce que déjà, il faut traverser toute une zone qui est insécure pour arriver dans un centre de santé et ensuite arriver au niveau de l'hôpital de Katina. Ça, c'est quand même un trajet que les mamans essaient de nous dire que franchement, ils ont bien envie d'amener les enfants, mais la peur reste toujours parce qu'ils seront soit attaqués, soit virés, comme l'a dit Cheikh. Comment arrivent les enfants dès qu'ils arrivent au niveau de l'hôpital? On a une équipe qui est là, qui est chargée d'identifier les enfants les plus critiques. Il les envoie au niveau des urgences pour une prise en charge immédiate. Et ce qui nécessite pas une prise en charge immédiate sont orientés dans le service hospitalier. Et en moyenne, ces enfants, ils restent 5 à 7 jours avant de le faire décharger et ils repartent à la maison. Maintenant, notre souci à nous, c'est qu'on donne 2 rations, on donne une ration de 1 à 2 semaines pour ces mamans, sachant qu'ils nous ont déjà dit qu'ils ont du mal à venir à l'hôpital parce qu'il y a l'insécurité sur la route, les bandits les attaquent. Donc, on est un petit peu limité avec les moyens. Sinon, on pouvait très bien donner une ration d'1 mois, comme l'a dit Cheikh. Ce serait très, très intéressant et ça éviterait aussi les moments de faire des va-et-vient sur les axes où les bandits sévissent. Et donc, malgré tout ça, l'équipe MSF, l'équipe qui travaille ici à l'hôpital, ont quand même beaucoup travaillé sur la prise en charge. Et en termes de taux de guérison, si je vous donne un exemple, on tourne depuis janvier autour de 96% de taux de guérison. C'est ce qui n'est pas très mal déjà. Et ça, c'est des choses qu'il faut encourager. Mais si on a les moyens, on pourrait peut-être même aller au-delà de ce pourcentage. Vu que même déjà les moyens sont limités, on essaie de donner une petite ration. On arrive à être autour de 96. Donc, si on imagine, si on essaie de faire plus, ça pourrait être encore au-delà. Effectivement, les mamans aussi, ils arrivent eux aussi avec leurs problèmes. Mais puisque l'hôpital prend en charge que les enfants de moins de 5 ans, l'équipe a essayé de travailler. Est-ce qu'il ne faut pas que voilà, ces mamans qui viennent, qui habitent très loin, qui traversent des zones insécures, est-ce qu'il ne faut pas mettre en place une clinique qui va les prendre en charge, par exemple? Donc, depuis le mois de mars, on a commencé à prendre en charge ces mamans qui viennent avec des problèmes de santé. Ça peut être des infections urinaires, ça peut être des violences sexuelles, ça peut être n'importe quelle pathologie auquel nous pouvons prendre en charge. On essaie de les prendre en charge. À côté de cela, il y a aussi l'aspect psychosocial, parce que déjà, avec quelqu'un qui vient avec une peur, il faut vraiment l'accompagner. Donc, on a aussi une équipe qui est là, qui essaie d'accompagner ces moments quand ils arrivent à l'hôpital, essayer de comprendre, discuter avec eux, comprendre voilà, comment ils se vivent, comment ils essaient de voir la charge des enfants, comment eux ils se sentent quand ils viennent à l'hôpital, tout ça. Donc, on essaie de mettre dans un paquet, de faire de notre mieux
pour essayer d'apporter ce que nous, on peut. Mais ça reste toujours des gros moyens. Et même si on a très peu, on essaie de faire, mais ça aurait pu être mieux si on a plus de moyens de, voilà, d'aller au plus proche des parents, que ça peut être dans la communauté, et pourquoi pas rapprocher certains soins plus proches des mamans pour les éviter de faire tous ces mouvements. Et ça nécessite pour moi des gros moyens. Voilà ce que je peux dire en termes d'activité hospitalière. Merci Rigobert. Je rebondis sur le chiffre de 96 de taux de guérison qui montre, effectivement, une qualité de soins, très importante. Je sais aussi que MSF, dernièrement enfin, il y a même 2 jours, donc c'est même très récent, a, a fait un communiqué de presse, qui revenait sur, qui tentait d'alerter sur l'aggravation de la malnutrition dans le Nord-Ouest et dans lequel on mentionne également, Rigobert, que, il y a des enfants qu'on réadmet, donc on arrive à les guérir, mais malheureusement, on les réadmet plus tard. Donc on a beaucoup de réadmissions, ce qui, j'imagine, est un signe aussi de ce qui se passe, autour, en termes d'accès à la nourriture. Effectivement, comme je l'ai dit, il y a des enfants qui reviennent encore du fait que la maman, elle est revenue elle est venue pour la première fois. On prend en charge l'enfant il est guéri, on le laisse rentrer à la maison avec une ration, mais que cette ration n'est pas suffisante. Il faut ajouter à cette ration d'autres aliments, mais que la maman, elle n'est pas à mesure, par exemple, de trouver pour les enfants. Et là, ça reste toujours un problème. Et encore, si on essaie de voir plus proche, la maman, elle est obligée de partager cette ration avec les autres enfants. Puisqu'elle a 5, 6, 8 enfants, elle est obligée d'apporter à manger à tout le monde. Chose qui est un peu plus difficile parce que nous, on essaie de voir l'enfant, mais on ne voit pas l'autre aspect. Donc, cette ration alimentaire que nous donnons, elle n'est pas suffisante en fait. On pouvait faire plus si on pouvait donner des rations alimentaires familiales, même si ce n'est pas une grosse quantité, elle pourra aussi aider ces mamans à prendre en charge, à surveiller l'enfant qui est malnutri, mais pas qu'il tombe encore dans la malnutrition, effectivement. Très bien et peut-être pour revenir, à cette, peur, que vous décrivez tous les 2 très bien, il se trouve quand même que, comme tu l'as dit, on est, sur une capacité, d'hospitalisation. On a déjà 240 lits aujourd'hui. C'est un hôpital où on peut quasiment doubler, aller jusqu'à 500 lits et d'ailleurs, c'est ce qu'on s'apprête à faire dans les semaines à venir, puisqu'on sait la situation nutritionnelle va encore se dégrader et va être plus tendue dans les semaines à venir. Mais donc, comment, enfin, j'imagine que, on a donc des femmes qui, continuent de venir malgré, cette violence, cette insécurité et on essaye de les prendre en charge, du mieux qu'on peut, donc le support psychosocial, est-ce que tu peux peut-être en dire un mot, encore en plus? Finalement, on se rend compte que quand on offre des soins aux femmes, aux enfants, il y a une grosse affluence en tout cas. Malgré l'insécurité qui règne. Tout à fait, tout à fait. J'ai dû observer une baisse du nombre de mamans qui arrivent, mais c'est tout au contraire. Elles essaient de brader cette peur, mais qu'elle arrive à venir. C'est pour ça que nous, on se dit, bon, malgré qu'ils ont cette peur, elles sont conscientes de l'état de santé des enfants ou soit elles-mêmes. Donc, je pense que ça aussi, c'est quelque chose de très important. Parlant de l'aspect support psychosocial, je pense qu'on a commencé l'activité récente, mais on a commencé déjà à observer un certain nombre de patients qui essaient de communiquer avec nos équipes. Donc, en termes de chiffres, là, si je prends par exemple le service de santé des femmes qu'on a mis en place récemment, on tourne autour de 300, 400 femmes qu'on a déjà vues. Et ça, c'est un indicateur qui dit qu'aujourd'hui, il y a un besoin. À côté de ces femmes-là, ils ont aussi comment je peux dire, le support psychosocial, mais même si ce n'est pas l'ensemble, on a quand même un pourcentage qu'on essaie de voir parce que là, c'est une activité récente. Là, on a quand même un certain nombre de mois qui sont là. OK. Rigobert, hein, si on peut bien mettre le micro, parce qu'on t'entend un peu plus loin et c'est normal puisque vous êtes donc, en direct de Katsina. Hem,
Juste pour, tu l'as mentionné aussi Rigobert, tu disais que, tu aimerais pouvoir faire plus. Donc je vais me tourner vers Bérangère, pour, cette partie, un peu plus de qu'est-ce qu'MSF demande finalement? Qu'est-ce qu'on aimerait faire plus? Et en même temps, j'imagine que, quand on hospitalise, déjà 10 000 enfants, qu'on en prend en charge, 50 000, que les projections, si on atteint les mêmes chiffres que l'année dernière, ça va être, sur toutes les sections MSF confondues et sur les 5 États du Nord-Ouest, on va être à plus de 175 000 enfants, pris en charge. Donc on est sur des volumes extrêmes. Donc, qu'est-ce qu'on peut encore faire de plus? Ou alors à qui demande-t-on quoi? Mm. Oui, merci Julie. Donc effectivement, c'est une vraie question et ça fait plus de 2 ans depuis qu'on a ouvert sur Katsina que notre stratégie, on a également une stratégie autour du plaidoyer politique et de la communication qui est extrêmement importante et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes extrêmement important à nos côtés de continuer à nous soutenir là-dessus. Puisque aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de mobilisation internationale. Malheureusement, il se trouve qu'il y a des agences qui font face à un déficit de finances qui rend extrêmement compliqué la montée en capacité pour amener d'autres acteurs aux côtés du ministère de la Santé publique pour mener d'autres actions. Idéalement, pour aujourd'hui pouvoir combattre la malnutrition sur du long terme, ce qui est important, c'est aussi de pouvoir travailler dès le plus petit âge, dès que la mère elle a mis au monde son enfant, sur des stratégies de prévention qui vont être de l'ordre de, par exemple, pouvoir donner de l'alimentation dès le plus jeune âge aux enfants, donner des rations, comme l'ont mentionné mes collègues, alimentaires, qui vont créer finalement ce qu'on va appeler un filet de sécurité sociale. Mais c'est vraiment une composante importante. La malnutrition, nous intervenons sur le cadre de l'urgence pour sauver un maximum de vies. Mais la meilleure manière de s'attaquer à ces problèmes, c'est vraiment d'avoir des projets construits avec une mobilisation sur plusieurs domaines qui vont être le paquet social. Ça peut être donner de l'argent pour que les gens puissent aller acheter à manger. Ça va être travailler sur finalement tout ce qui est terres agricoles, peut-être avec des nouvelles mécaniques. Ça va être l'accès à l'eau. Donc, il y a énormément de besoins qui sont non couverts aujourd'hui. À cet effet, aujourd'hui, donc MSF, on continue d'essayer de mobiliser un maximum d'acteurs sur cette crise et sur Katsina en dehors des autres États du Nord-Ouest. Et c'est compliqué. On voit une petite mobilisation, on voit quelques succès, mais c'est loin d'être suffisant. Puisque pour rappel, on travaille seulement dans 3 districts, donc les LGA, comme le mentionnait mon collègue, c'est l'équivalent de districts. Il y en a 34 dans l'état de Katsina. Nous en couvrons 3. Sur ces 3, nous avons des patients qui viennent de partout dans l'État. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme le disaient mes collègues, on a des patients qui vont marcher des heures sur la route, qui risquent de se faire kidnapper par des bandits parce qu'ils ont besoin d'argent. C'est vraiment des kidnappings pour rançon. Hein. Donc, derrière, il va y avoir une demande de rançon à la famille pour libérer la personne kidnappée. Donc ça, les gens, ils bravent vraiment cette insécurité pour venir nous trouver dans les États où on se trouve. Ça veut dire que s'il y avait plus de couverture dans les autres États voisins, il y aurait moins de prise de risque pour la population qui va passer des heures sur la route. Donc ça, c'est un des critères et c'est des éléments à prendre en compte. Mais donc aujourd'hui, clairement, comment on fait un plaidoyer? Eh bien, c'est des discussions quotidiennes qu'on va mener à la fois au niveau du terrain avec le gouverneur de l'État, avec les agences onusiennes, par exemple, les autres acteurs de l'humanitaire au Nigeria, au niveau de la coordination à Abuja. Et à notre niveau, ça va être également d'adresser ce sujet auprès des gros bailleurs. Donc, on va parler des Américains, on va parler de plusieurs gros bailleurs internationaux, pas pour nous donner à nous, mais pour contribuer à mobiliser et à donner de l'argent à d'autres acteurs humanitaires qui n'ont pas assez de fonds pour pouvoir se mobiliser. Donc ça reste crucial et ça ne peut se faire que grâce à nos équipes sur le terrain qui peuvent décrire factuellement une montée en insécurité. Il y a vraiment une dégradation complète sur Katsina. On l'observe depuis 2 ans. On voit que la situation se détériore. Tous les jours, on entend parler de patients qui se font, enfin pas de nos patients, mais de membres de la communauté qui se font kidnapper lorsqu'ils vont cultiver leurs champs et leurs terres. Nous avons eu des témoignages accablants la semaine dernière lorsque nous étions à l'hôpital avec mes collègues d'une maman en provenance d'un État qui s'appelle Djibia, sur lequel nous intervenons, même si c'est un État réputé pour être extrêmement insécure,
puisqu'il est situé près d'une forêt où en général il y a des opérations aériennes de la part de l'armée, puisqu'il y a énormément de bandits qui se trouveraient dans cette forêt à proximité de cet État. Et nous avons eu ce témoignage de cette mère qui nous explique qu'elle a dû marcher des kilomètres pour venir emmener son enfant qui était malade et que malheureusement, la première tentative, ça a été que son mari s'est fait kidnapper. Il a heureusement été relâché puisqu'ils lui ont volé sa moto, donc il a finalement été relâché le jour même et que pour des raisons d'insécurité, elle a préféré venir à Katsinaville emmener son enfant, mais il a fallu qu'elle paye puisqu'il y avait eu également une attaque dans son village où plusieurs femmes avaient été violées par des bandits armés quelques jours avant. Donc, ça, c'est vraiment des témoignages qu'on a. Et c'est fou parce qu'on avait 700 mamans qui attendaient dans le jour de la consultation où nous sommes allés visiter l'activité avec mes collègues, 700 mamans qui attendaient pour venir faire le suivi chaque 2 semaines pour voir comment leurs enfants évoluent. Et parmi ces 700, nous sommes tombés sur 7 mamans par hasard qui nous racontent cette histoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces histoires, elles sont bien présentes. Elles concernent une grande majorité de nos patientes. Et malheureusement, nous avons dû ouvrir à cet effet un projet pour aussi traiter les causes, enfin pas les causes, pardon, les conséquences des femmes qui vont subir des viols, des violences sexuelles. Qu'elles soient intrafamiliales ou commises par d'autres membres de la société. Et à cet effet, on a déjà reçu plusieurs dizaines de cas dans notre clinique qu'on va suivre d'un point de vue psychologique, mais aussi traitement immédiat sur du long terme, puisqu'elles sont forcément extrêmement affectées. Voilà. Merci Bérangère. Donc, je vais clôturer la première partie de ce webinaire et je vous remercie de vos différentes interventions. Et puis, nous allons essayer de donner la parole aux gens qui nous écoutent. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat à cet effet. Éventuellement, je vais me tourner vers Chek et Rigobert. On a une question d'un auditeur qui pose la question de quelles sont les stratégies utilisées par MSF pour contourner les difficultés qui constituent les goulots d'étranglement pour une bonne prise en charge nutritionnelle. Alors, les goulots d'étranglement, peut-être que on peut parler de la difficulté d'amener tout ce qui est logistique sur place, qui constitue bien sûr les prérequis pour avoir une bonne prise en charge nutritionnelle. On pourrait penser à des goulots d'étranglement qui constituent aussi, peut-être s'il y en a un de vous qui peut dire un mot sur le fait qu'aujourd'hui, bien heureusement, on ne prend plus en charge les enfants malnutris comme il y a 15 ans et que, une partie de cette prise en charge est faite à domicile par les mères. Donc, est-ce que quelqu'un aussi voudrait dire un mot du rôle crucial que les mères jouent dans la prise en charge de la malnutrition de leurs propres enfants? Je vous laisse la parole, peut-être Chek pour la première partie de la question et Rigobert pour la deuxième. Ok. Merci Julie. En fait, comme je l'ai mentionné dernièrement, bon, le lien déjà se fait avec je dirais, les différents acteurs de la société, c'est-à-dire tout ce qui est leader communautaire, tout ce qui est acteur de sécurité. Mais il faut comprendre que MSF aussi, on n'utilise pas d'escorte armée, pas du tout. Et ce côté contournement, je dirais, c'est trop dit, c'est juste des contacts. On fait du networking à plein temps. On se renseigne déjà sur tout ce qu'il y a sur les routes avant d'y aller. Et à côté de cela, également, il faut dire que, et même au niveau des, je dirais, côté bandit, par exemple, ils savent très bien que si nous, on n'arrive pas à venir encore dans les centres de santé, leurs familles aussi seront exposées. Donc, ils ont plutôt intérêt par moment à nous laisser aussi l'accès pour travailler. Et ça, c'est comme je l'avais dit, c'est pas du tout garanti. C'est vraiment pas garanti. Et voilà. Les autorités actuelles du moment, parce qu'il y a eu des élections tout récemment, ils ont quand même cette volonté-là de combattre un peu ce fléau. Mais c'est vraiment pas. C'est un travail de longue haleine, en fait. Donc, voilà. Et Merci. ce que disait Bérangère aussi par rapport aux mamans, leur contribution, honnêtement, aujourd'hui, je pense qu'il y a une bonne initiative qui a été créée par la mission, à savoir celle de la
prévention précoce, c'est-à-dire la détection précoce de la malnutrition au sein des familles. Et le système, comment ça se passe? Nous essayons quand même de donner des bracelets de mesure aux mamans là, à la maison pour qu'elles puissent identifier rapidement les enfants qui sont à la limite ou dans la malnutrition pour être référés assez tôt. Et nous profitons également aussi de leur présence dans nos centres de santé pour faire des séances de démonstration culinaire, de sensibilisation, comment prendre en charge l'enfant à la maison, comment essayer d'inculquer un peu les petites rations alimentaires, les reliquats alimentaires que l'enfant doit avoir, sachant pertinemment que les pères de famille aussi, comme l'a souligné Bérangère, n'ont vraiment pas accès à leur champ. De peur d'être enlevés, d'être violentés par ces bandits et kidnappés et demander des rançons. Déjà, la vie est difficile pour eux, pourquoi encore aggraver cette situation? Donc, c'est compliqué. Ces mamans-là, franchement, elles font de leur mieux et je pense qu'on a quand même reçu pas mal de cas dernièrement qui sont venus d'elles-mêmes par le biais de cette formation donnée au préalable. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Peut-être Rigobert pourra compléter ce que je dis. Tout à fait, tout à fait. Pour rajouter, je dirais que depuis le mois d'avril, fin mars, début avril, on a essayé de comprendre aussi comment on pourrait impliquer les mamans dans la prise en charge. Donc, l'idée, c'est de les accompagner à identifier puis à dépister très rapidement les cas de malnutrition dans la communauté. Donc, dès qu'ils arrivent au niveau de l'hôpital, dès leur admission, on essaie déjà avec notre équipe de les sensibiliser, de les montrer comment il faut faire le dépistage à travers les bracelets. Donc, à la sortie, on leur remet un bracelet. Donc, chaque maman qui vient à l'hôpital à sa sortie a un bracelet. Et ça lui permet de dépister non seulement ses enfants, mais aussi autour d'elle. Si elle constate qu'un enfant ne va pas bien, elle fait son dépistage. Et je vous donne en termes de chiffres, depuis le mois d'avril jusqu'à aujourd'hui, on a reçu 391 enfants qui ont été référés par ces mamans. Et ça, c'est un avantage déjà pour essayer de contourner le goulot d'étranglement. Et en termes de chiffres, on a pu former ou sinon accompagner 1750 mamans depuis le mois d'avril jusqu'à aujourd'hui et on continue à le faire. Donc, il faut toujours mettre ça et continuer à travailler dessus. À côté de ça, l'équipe au niveau communautaire aussi, on a les leaders communautaires avec lesquels on a des contacts et on communique avec eux si jamais il y a des soucis, comment eux ils peuvent nous aider à mieux prendre en charge les enfants. Donc voilà comment un peu ça se passe. Très bien. C'était d'ailleurs une question additionnelle d'un de nos auditeurs qui disait comment comptez-vous intégrer les parents, maman et papa, dans la résolution de cette problématique? Je me tourne vers Bérangère. Il y avait une question un peu plus politique sur le plaidoyer qui est fait sur les conflits intercommunautaires, juste pour aussi clarifier pour nos auditeurs qu'effectivement, nous, on fait sans doute plus de plaidoyer sur la nécessité d'augmenter l'assistance qui est délivrée. Il y a d'autres organisations qui se chargent d'être beaucoup plus précis que nous sur l'étude de ces conflits. Je te laisse en dire un mot. Et puis après, nous avons encore 2 autres questions. Oui, oui, très rapidement, effectivement. Donc, c'est déjà, il faut comprendre la nature des conflits pour pouvoir adresser cette question. Et nous, c'est vrai que ce n'est pas dans le champ d'action d'MSF d'adresser ces questions qui sont d'ordre aussi assez politique. Même si, en général, les mécanismes qui vont être utilisés par les acteurs qui interviennent dans de la médiation, puisqu'on parle plutôt de médiation auprès de différents groupes, que ce soit de nature ethnique ou d'autres natures, puisqu'il y a différents types de conflits intercommunautaires. En général, la médiation, c'est vraiment le maître mot pour pouvoir éventuellement arriver à des processus de paix entre des communautés. Il me semble qu'au niveau de l'ONU, il y a un fonds qui est constitué, je crois, pour justement la prévention des conflits intercommunautaires. Mais il y a plusieurs pratiques qu'on peut observer à l'échelle locale de la société civile, par exemple. L'intégration des femmes aussi dans la gestion des conflits, elle est très, très importante et elle a été notifiée plusieurs fois lors de plusieurs conférences. Mais ça reste des sujets extrêmement sensibles. Pourquoi? Parce que derrière, il faut savoir que quand ces conflits, et là, il y a des conflits les échelles sont très variables. Mais si on va, par exemple, au Nigeria, si on rezoome sur la zone où nous nous trouvons,
une fois encore, on parle de conflits extrêmement violents, on parle de plusieurs milliers d'hommes armés, extrêmement bien armés, ce qui est un vrai problème, et que derrière, la médiation, oui, mais derrière, il y a toutes les politiques de désarmement, etc., qui sont extrêmement complexes. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, oui, il y a des groupes d'activistes qui vont plutôt se pencher sur ce genre de résolution de problèmes, de conflits, mais la nature en elle-même, elle est tellement complexe quand on parle d'accès aux ressources, d'accès à la terre, d'accès à l'eau, qu'aujourd'hui, c'est vraiment un processus qui doit être fait sur du très, très, très long terme et qui est vraiment un vrai sujet qui est étendu à toute la région du Sahel. Donc, c'est vraiment très, très compliqué. Nous, ce qu'on peut faire, c'est juste continuer à élargir l'accès à la santé et surtout pouvoir faire en sorte que toutes les victimes de ces conflits, hein, qu'elles soient d'un côté ou d'un autre, puissent bénéficier des soins. Et ça, je pense qu'on l'a dit à 3 reprises, c'est quelque part un peu le garant, pas que ça, mais un peu de la sécurité de nos équipes, puisqu'on n'a pas vraiment parlé de ça, mais aujourd'hui, le projet, il est constitué en période de pic, puisqu'en juillet, on s'attend vraiment à une montée importante du nombre d'enfants admis en hôpital et dans notre projet au total, parce que c'est la période où les gens n'ont pas de quoi récolter. Et pour ça, pour gérer 500 lits plus 8 centres ambulatoires, on recrute pas loin de 1000 personnels nationaux, donc des Nigérians, infirmiers, médecins, nutritionnels, assistants, chauffeurs, gardiens, qui vont gérer ce programme, en plus de nos équipes internationales qui sont constituées d'une vingtaine de collègues. Et ça c'est extrêmement important puisque ça veut dire qu'aujourd'hui, le défi quotidien, c'est aussi d'assurer la sécurité de notre personnel, pas que des internationaux, mais vraiment de tout le monde. On a vraiment les mêmes règles. Et donc, ça passe par justement l'accès aux soins, la communauté, les discussions avec les chefs de village. Notre acceptance, elle est vraiment due à la qualité des soins qui sont fournis et que voilà, parce que chacun peut finalement en bénéficier. Donc ça, c'est vraiment un critère clé. Merci Bérangère. Je vois dans le chat des questions très techniques, donc je pense que vous êtes quelques-uns à bien comprendre et connaître le sujet. Donc, on a notamment, est-ce que vous comptez les réadmissions dans les 175 000 cas pris en charge? Alors, est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question très technique? Et puis peut-être, puisque ça nécessitera pas nécessairement de grande élaboration, mais en l'occurrence, il y a aussi une question sur, je pense que c'est plus sur le setup, c'est comment on intervient, puisqu'ils disent, par rapport aux enjeux d'insécurité et de logistique, est-ce que les centres ambulatoires se situent dans les centres de santé ravitaillés par MSF? Donc ça, je pense que juste pour clarifier comment, l'intervention d'MSF s'effectue dans cette zone, peut-être que c'est, intéressant de le faire et puis après on retournera sur une dernière salve de questions sur, la façon dont on prend en charge la malnutrition, en ambulatoire. Peut-être que, Cheikh, Rigobert, je vous laisse la parole là-dessus. OK. Les réadmissions, la première question étant, est-ce qu'on compte les réadmissions dans les 175 000 cas de prise en charge? Rigo, vas-y. Oui, tout à fait, tout à fait. Les 175 000, c'est un chiffre global qu'on a donné. Donc, il y a des enfants qui sont réadmis dans ces 175 000 enfants, nombre de cas pris en charge, effectivement. Bérangère, tu voulais rajouter peut-être? Oui, non, c'est pour clarifier. En fait, comme le disait Rigobert, on va toujours compter les nouvelles admissions qu'on va différencier des réadmissions ou qu'on va différencier des abandons. Donc, 175 000, peut-être pour revenir là-dessus, c'est vraiment tout le Nigeria, tout ce que MSF a pris en charge l'année dernière, dont 100 000 uniquement pour Katsina. Et là, ça concerne les nouvelles admissions. Donc, ce sont des enfants uniques. Et derrière, on va avoir des données sur les réadmissions, ce qui vont permettre de suivre la qualité du programme, et sur les abandons, puisque nous avons également des abandons du fait justement de toutes les barrières auxquelles les mères font face pour pouvoir se rendre dans les structures de santé. Très bien et peut-être, Cheikh, par rapport au setup qui est mis en place, est-ce que, nous, les centres ambulatoires, enfin pour essayer de répondre à la question de l'insécurité et de la logistique et des difficultés d'intervention, est-ce que les centres ambulatoires se situent dans des centres de santé ravitaillés par MSF? Juste peut-être pour comprendre un peu mieux le setup dans lequel on intervient.
Je dirais oui, centre de santé ravitaillé par... En fait, bon, pour revenir à la base, ces centres de santé-là sont gérés déjà par le ministère de la Santé, que nous, c'est-à-dire on a intégré notre prise en charge dans ces centres de santé-là. Et au préalable, on essaie quand même de se rassurer que l'accès y est, logistiquement, qu'on puisse quand même ravitailler ces centres-là en matériel, en nutriments, en personnel et tout. Donc, bien sûr, on est vraiment installé dans les centres de santé déjà gérés par le ministère de la Santé que nous améliorons. Nous ajoutons quand même notre setup, du personnel, du matériel, l'accès à l'eau et tout ce qui va avec pour le minimum de petits conforts pour les patients. Très Donc, c'est un bien. peu dans cette configuration-là nous sommes. Merci. Une question importante, hein, à part ce dépistage, pensez-vous qu'il est possible de faire une prise en charge à domicile par ses parents? En fait, donc là, je vais me tourner vers vous, Rigobert, Cheikh, Azou aussi puisqu'en fait, bien entendu, c'est une grande majorité de ces enfants sont pris en charge par leurs parents à domicile. Ouais. En fait, je pense que pour cette question, je crois qu'elle a longtemps été posée et beaucoup de gens se posent la même question. Mais il faut reconnaître quand même la difficulté quand il s'agit d'un enfant qui a atteint un état assez avancé dans sa maladie. Donc, pour le basique, oui, les enfants peuvent être pris en charge à la maison pour les trucs petits, je dirais le vrai basique. Et c'est comme déjà ce qu'on a initié, c'est la détection déjà précoce de cette malnutrition. Et on va plus loin par moment sur certains programmes où on essaie de mettre en place des communautés, des volontaires de la santé publique auprès de la population qui souvent nécessitent, ils vont faire juste la détection du palu et ils traitent. Ça, c'est que pour certaines maladies vraiment, vraiment basiques, diarrhéiques, palu. Mais il faut dire aussi que quand il faut y aller à donner des antibiotiques, à manipuler d'autres, ça devient extrêmement délicat, d'où la nécessité de faire recours aux spécialistes de la santé. Donc, le basique, oui, mais il faut quand même référer quand il s'agit de prise en Très charge bien. assez adéquate. Merci Cheikh et puis on va aussi prendre une question qui est importante, c'est, une question qui revient souvent, sur les côtés un peu, mécanismes d'adaptation. Alors certains diront que c'est des sortes de tricheries, mais en fait, c'est est-ce que vous avez un mécanisme de suivi des enfants malnutris après leur sortie des CRENI? Alors, CRENI pour ceux qui ne savent pas, c'est après leur sortie des centres d'hospitalisation. Car d'autres mamans utilisent les rations des enfants malnutris comme source de revenus. Alors c'est vraiment une question qu'on a depuis, que je pense MSF intervient sur la malnutrition, hein, il y a 20 ans dans notre grand projet de Maradi, on nous parlait aussi de ces mamans qui affamaient leurs enfants et cetera. Je pense que c'est important d'essayer d'apporter une réponse à cette question, et je vais me tourner vers, celui d'entre vous qui veut peut-être prendre la parole, qui est une question, Yeah. qui n'a pas une seule réponse, mais OK. Je me lance. À cela, je dirais, comme tu l'as dit, hein, ça c'est une question vraiment qui date depuis des années. Et moi, je me dis aujourd'hui, c'est vrai, ces mamans-là, par moment, elles sont obligées d'une manière ou d'une autre, vu tout ce qu'elles ont au quotidien face à cette difficulté-là. Certaines sont amenées quand même, comme le disent les uns et les autres, hein, à utiliser ces rations alimentaires comme source de revenus pour alimenter ou pour aider quand même les autres enfants qu'elles ont abandonnés à la maison. Et tout cela, moi, j'allais aller directement sur le niveau de vie actuel que les gens font face, parce que c'est difficile. Pourquoi elles le font? Ça, c'est une vraie question qu'on doit se poser. Elles le font pourquoi? C'est pour subvenir quand même faire face au coût de la vie, pour aussi aider les autres enfants à la maison. Oui, ça arrive par moment, mais on n'encourage pas cela. On essaie quand même de les amener à prendre leurs responsabilités, à essayer quand même de faire des petites préparations culinaires à la maison et apprendre quand même pour essayer de subvenir aux petits besoins compléments alimentaires que l'enfant ne sait pas avoir besoin en fait. merci Cheikh. Je vais donner la parole à Bérangère Ouais. qui va compléter. C'est une Je vais question qui lui compléter. tient à cœur. Oui, on ne peut pas garantir à 100% que les mamans ne revendent pas une partie
de la pâte d'arachide qu'on va donner pour les enfants, hein, qui sont considérés comme un médicament pour vraiment le traitement de la malnutrition, on le sait, on a eu des témoignages de mères des fois qui vont devoir vendre un sachet pour payer la moto pour les ramener à la maison. Ça arrive. Et un sachet, c'est pas ça qui va faire en sorte que l'enfant finalement va pas pouvoir être guéri. Un indicateur clé, c'est 94% de guérison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 94 d'enfants qui ont bien suivi le traitement. Donc, ça signifie quand même que la majorité des mères, elles sont très conscientes que ça doit aller à leur enfant malnutri en priorité. Je pense que c'est important d'éviter de criminaliser les mères. Les mères, elles sont très conscientes et on fait beaucoup de sensibilisation autour de ça. Bien sûr qu'on ne peut pas exclure qu'il y ait des cas, mais par exemple, on a aussi rédigé des articles à ce sujet, puisque sur l'état de Katsina, comment on va essayer de monitorer et éviter que les ressources, elles se retrouvent dans les marchés locaux, etc. C'est simple, on va faire des visites avec des promoteurs de santé ou avec des agents communautaires avec qui on travaille. On a beaucoup aussi en parallèle de nos personnels soignants, des agents qui travaillent dans la communauté pour sensibiliser les populations et aussi aller vérifier ce qui se passe un petit peu en ville, dans les marchés, etc. Aujourd'hui, on ne retrouve pas des quantités astronomiques de sachets de beurre d'arachide sur les marchés. Il y a eu des exemples, par exemple, où il y avait des cartons, mais les mamans, on ne leur donne pas des cartons. Donc, ça veut dire que s'il y a des fuites par moment, ça ne vient pas forcément des mères. Les mères sont la partie visible de l'iceberg, donc c'est facile de taper sur les mères. Nous avons mis en place, nous, un moyen de contrôler nos ressources qui est extrêmement important à tous les niveaux. Et ça passe par faire des inventaires physiques réels de nos stocks, contrôler exactement que le nombre d'admissions correspond au nombre de sachets fournis, correspond à ce qu'on a acheté, etc. Et nous, ce que nous exigeons de la part de tout un chacun qui intervient dans la malnutrition, que ce soit au niveau du gouvernement, du ministère de la Santé ou des autres agences, c'est vraiment de mettre en place des dispositifs de contrôle de leurs ressources. Mais il est hors de question qu'on refuse l'admission à une mère sous prétexte que peut-être elle serait venue pour la deuxième fois. Pourquoi? Parce que finalement, le problème est le même. Son enfant, il est malnutri et il a besoin de soins. Donc, en aucun cas, on ne refusera un patient dès lors qu'elle se présente et que son enfant est malnutri. Même s'il y a des doutes, on préfère sensibiliser, mais on ne refusera jamais des patients. Et pour conclure, ce qui est important aussi, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, nous avons décidé d'ouvrir les consultations 5 jours sur 7, mais on ne pense pas que dans un contexte d'insécurité où les distances sont extrêmement importantes entre nos différents centres ambulatoires, que la maman, elle n'ait que ça à faire, d'aller chercher des médicaments là-bas, plus des médicaments là-bas, parce que c'est dangereux, parce qu'elle a plein d'enfants à la maison dont elle doit s'occuper pendant que son mari est parti au champ ou ailleurs. Donc aujourd'hui, on pense qu'il y a des réalités qui font que ça peut exister sous certaines manières, mais aujourd'hui, nos indicateurs programmatiques montrent une qualité quand même importante. On n'aurait pas déchargé autant d'enfants si les traitements n'étaient pas bien distribués. Donc ça, c'est important aussi de remettre un peu les choses, de remettre un peu à leur juste place, exactement. Les mères, elles sont intelligentes, elles comprennent les choses. Et donc, des fois, c'est important d'aller à d'autres niveaux et demander des responsabilités et des comptes à d'autres échelles plutôt que directement à celles qu'on voit. Très bien, le message est bien passé, Bérangère. Il nous reste, en fait, je vais prendre 3 minutes supplémentaires de votre temps pour terminer avec une dernière question, puisque nous avons un collègue, du Programme alimentaire mondial et on est bien ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui, qui nous demande, en fait, est-ce que vous faites du plaidoyer au niveau des autorités locales et fédérales concernant cette crise? Et surtout, est-ce que ça marche? Et donc, et ensuite, je vous laisserai terminer, c'est la dernière question qu'on va pouvoir prendre et quant aux questions que nous n'avons pas pu, auxquelles nous n'avons pas encore répondu, nous tenterons de le faire d'une manière ou d'une autre, en revenant vers vous. Je vous laisse la parole, concernant le plaidoyer que vous faites, auprès des autorités locales et fédérales. C'est important puisqu'en fait, c'est bien toujours de parler des autres acteurs, mais qu'en est-il aussi des gens qui ont, la responsabilité première de leur population? Je ne sais pas si Chèque, vous voulez que je démarre ou vous souhaitez démarrer? Vas-y.
Le travail que effectue notre équipe au quotidien et donc dont chef a la responsabilité du projet Akatsina, c'est bien évidemment d'être en contact avec, donc on va dire la directrice de la santé primaire, hein, donc qu'on connaît très bien, avec qui nous avons de bonnes relations, mais aussi les autres membres qui constituent, on va dire, le gouvernement de la santé Akatsina. Aujourd'hui, on a une approche collaborative. Notre idée, c'est pas de se substituer au gouvernement, mais c'est plutôt en fait de combler des gaps. Malheureusement, les gaps, ils sont énormes, profonds. Et aujourd'hui, oui, il y a besoin de plus de mobilisation, puisqu'on ne peut pas combler ces gaps en l'espace de quelques mois, voire de quelques années. Ça nécessite un travail de long terme. Bien évidemment qu'il y a des responsabilités que le gouvernement doit prendre en termes aujourd'hui de pouvoir attribuer, investir dans la santé. Par exemple, on va vous donner un exemple concret. Nous, ce qu'on encourage, et on espère voir des résultats d'ici 2024, c'est de recruter plus de personnel soignant, puisque la population a doublé en 10 ans dans l'état de Katsina. On parlait du poids démographique important. Par contre, les effectifs RH n'ont pas augmenté depuis 8 ans. Donc, ça veut dire que vous avez beaucoup plus de demandes, mais que vous n'avez pas beaucoup plus d'offres. Et donc, forcément, de fait, aujourd'hui, pourquoi nous, on arrive? Parce que il faut derrière, quand on monte des nouveaux centres, il faut du personnel pour les faire tourner. Mais s'il n'y en a pas, il faut aller les recruter, il faut les mettre sous contrat. Donc ça passe, par exemple, l'initiative qu'on a prise à Katsina, c'est d'essayer d'engager la responsabilité du gouvernement pour qu'à la fin de l'année, il y ait plus de personnel soignant qui soit sous contrat avec le ministère de la Santé. Ça, c'est un des premiers critères. Est-ce que ça marche? Ce n'est pas évident de vous répondre aujourd'hui en tout et pour tout, mais on a de bonnes chances de voir qu'il y a des avancées dans certains sujets qu'on aborde avec les autorités. Ça, c'est un des premiers enjeux. Et à cet effet, on va avoir finalement de quoi finalement pas vérifier, mais en tout cas mettre en application par exemple ce support, puisque dès le mois de septembre, on va essayer de passer un centre nutritionnel directement géré par le ministère de la Santé. Pour ça, on va continuer à les accompagner, mais derrière, notre idée, c'est dès qu'on peut, on essaye de passer le relais. L'idée, justement, c'est de pouvoir continuer à nous explorer la zone, continuer à monter en capacité sur ce qu'on peut, mais aussi en redonnant un petit peu le relais aux autorités. Donc, on va faire ça. On a prévu de le faire sur plusieurs mois d'ici la fin de l'année. Donc, ça, c'est un des niveaux de réponse que je pourrais dire. Mais voilà, après, effectivement, aujourd'hui, il nécessite... ça nécessite aussi du support en termes de financement, par exemple, que ce soit par des associations philanthropiques qui vont vouloir investir ensemble avec le gouvernement pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait plus d'accès aux médicaments essentiels. Enfin, il y a plusieurs manières de le voir, mais à notre niveau, nous, ça passe par une collaboration avec le ministère et on essaye de continuer à faire du plaidoyer. On le fait de manière quotidienne grâce à nos équipes sur le terrain. Voilà. C'est un des éléments de réponse que je pourrais donner. Très bien. Et puis peut-être tout simplement pour terminer et de continuer à répondre à cette question, bien entendu, on continue à MSF d'essayer de faire parler de la problématique de la malnutrition, que ce soit dans des pays comme au sud Niger ou au nord Nigeria. Et un des premiers enjeux, bien entendu, c'est de faire reconnaître son existence pour que éventuellement, effectivement, les différents gouvernements puissent aussi se mobiliser et aller aussi demander des fonds, du support là où ils pourraient éventuellement en trouver. Donc, je vois qu'il est déjà que nous avons atteint le temps qui nous était imparti. Je voudrais vraiment vous remercier tous les trois. Donc, Bérangère Guillet, qui est responsable adjointe de la cellule des urgences basée à Paris. Robert Lelio, qui est en responsabilité des structures d'hospitalisation à Katina, des hôpitaux que nous avons en place. Et puis, Cheikh Aboubacar Traoré, qui est coordinateur d'urgence à Katina pour MSF. Je vous remercie grandement à tous les trois. Continuez à suivre notre actualité, nos opérations sur le nord-ouest Nigeria, sur notre site msf.fr et sur nos réseaux sociaux. Et puis, nous remercions bien entendu les donateurs et les donatrices qui potentiellement étaient présents à cet événement. Merci pour votre soutien, sans qui, bien entendu, ces opérations ne pourraient pas avoir lieu, puisque, comme vous le savez, nous intervenons principalement grâce à des dons privés. Donc, merci à vous. Et puis,
eh bien, on vous donne rendez-vous pour d'autres webinaires très prochainement sur d'autres sujets ou sur celui-là, puisque c'est toujours un sujet qui nous occupe grandement à MSF, celui des crises nutritionnelles à Catina et ailleurs. Nous vous remercions. Oui, merci. Merci. Merci bien.